Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors, ce podcast, c'est un premier épisode d'une série « Les galères de voyage font les meilleurs souvenirs de voyage ». Et pour ce premier épisode de cette série, on va évoquer un orage mémorable au Wyoming, hein Silver ? Alors effectivement, on a vraiment décidé de faire plusieurs podcasts, hein, on les mettra de temps en temps pour ponctuer nos autres épisodes, où on va se concentrer sur nos plus belles galères de voyage. Parce qu'en fait, le voyage, donc nous on voyage depuis longtemps, on voyage beaucoup, et le voyage c'est fait d'imprévus. Et dans ces imprévus, il y a des galères qui arrivent et il faut les prendre du bon côté des choses parce que c'est impossible de voyager sans imprévus. Et pour pouvoir avancer, effectivement. Et voilà, il faut bien le prendre. Et en fait, on s'aperçoit souvent que ces galères qui sont parfois compliquées à gérer sur le moment, a posteriori, ça fait de très bons souvenirs, parfois même ceux dont on s'en rappelle le plus, ceux qu'on évoque le plus, ceux qui nous font rire, sourire. Et maintenant, on les attend presque. Quand on commence à rentrer dans une galère, on sait qu'à l'avance que ça va forger des souvenirs incroyables. Voilà, alors là, on va parler d'une galère toute particulière parce qu'en fait, c'est une galère qui est venue alors qu'on était en voyage avec des amis. Oui, c'était une fois où on était parti avec non pas des amis, mais avec un gros groupe de plusieurs familles d'amis. En fait, on était 4 familles. Nous étions 16 en tout, en fait, on était en troupe. Ouais, on avait, donc notre famille, nous on est 6. Il y avait une autre famille avec 5, 2 adultes, 3 enfants. Une autre famille avec 2 adultes et 2 enfants, et ensuite un copain. Et un copain célibataire en plus. Donc 16 personnes, des enfants qui allaient de relativement jeunes. Les plus Je pense qu'ils avaient 6 ans peut-être, les filles. 6-7 ans, ouais, 6-7 ans. Jusque notre... une 18, comme ça à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce n'était pas notre premier voyage avec ce groupe d'amis. On était déjà partis une première fois et on avait campé avec eux. Et suite à cela, ils avaient adoré, mais ils avaient cédé tout leur matériel de camping. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, ils avaient dit c'était super, mais plus jamais ça. Plus jamais de camping. Plus jamais ça, mais finalement, quelques années plus tard, le temps aidant, les souvenirs s'implantant, ils sont revenus vers nous en disant bon, finalement, est-ce qu'on repartirait pas encore une fois dans l'Ouest américain? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau et pourquoi pas camper? Donc nous, on a sauté sur l'occasion, on a dit oui, bien sûr, pas de problème. On avait déjà fait le plateau du Colorado avec eux, on dit on va faire Yellowstone, le Sud Dakota, les Grandes Plaines, quelque chose de bien différent. Voilà, et donc en fait c'était un voyage qui a duré à peu près, c'était une dizaine de jours à 16, et après il y a une partie qui partait, on restait à une dizaine pour faire, on va essayer pour finir cette petite trajet par l'Idaho. Exactement, donc voilà, on a été une quinzaine de jours avec ses amis in fine, et nous ça s'inscrivait dans un très 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 gros voyage, on est parti quasiment 2 mois. 8 semaines. Ouais, 8 semaines. Ouais. Et donc au moment où on va se retrouver, nous ça fait déjà 3 semaines au moins qu'on est sur les routes américaines, on est arrivé par la Californie, on est descendu dans l'Arizona, on est remonté, enfin on a déjà fait beaucoup de choses. Et eux, ils sont arrivés la veille ou l'avant-veille, ils sont arrivés en ordre dispersé à Denver. Et en fait, notre point de ralliement était, le rendez-vous était le parking du Walmart de Scott Bluff. Voilà, Scott Bluff, c'est au nord de Denver, c'est sur la route du Dakota du Sud où on allait vraiment démarrer les choses. Donc on s'est retrouvés sur le parking du Walmart pour faire les grosses courses en préparation des campings à venir. Voilà, ouais, et on est partis tous ensemble, donc on avait 3 véhicules. On roulait les uns derrière les autres sur les routes de plus en plus désertes au fur et à mesure qu'on s'approchait du Custer State Park qui était notre destination. Et d'ailleurs, en parlant de la condition des routes, arrive une première petite galère.
Alors effectivement, la grosse galère, elle vient après, mais bon, voilà, c'est pour donner le ton du voyage. En fait, on constate quand même qu'il y a des voitures devant nous du couple où ils sont 5, Un monospace. un monospace qui semble avoir un pneu qui se dégonfle parce que la voiture penche de plus en plus. Et donc on s'arrête tous pour constater qu'effectivement le pneu est quand même vraiment dégonflé et ils ont clairement crevé. Donc en fait, on s'arrête sur une route parallèle, hein, c'est un sentier plutôt, Ouais, sur comme ça. un départ de route de terre, Ouais. un peu au milieu de nulle part. Et Là, notre ami essaye de joindre l'assistance, mais alors voilà, il se trouve que effectivement, quand ils nous ont retrouvés, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est ah, on a eu une petite galère quand on a pris la voiture. ouais, hein. On était fatigués, on n'a pas trop fait attention, et je me suis aperçu après coup qu'ils m'ont collé la roadside assistance en plus, alors que j'en voulais pas. Effectivement, nous on la prend pas, on dit de pas forcément la prendre, ça coûte cher pour pas grand chose parce que c'est très compliqué à utiliser dans la plupart des cas. Et du coup, il n'était pas content d'avoir eu cette roadside assistance qui lui avait été collée. Mais là, finalement, il se dit bah je crève, finalement, coup de bol, j'ai la roadside assistance, ça va nous aider. Mais fatalement, ce qu'on lui avait dit, c'est que ta roadside assistance, Quand on en a besoin, quand on aura besoin, tu n'arriveras pas à l'utiliser. Et là, évidemment, on était au milieu de nulle part et il ne captait pas. Il a fait tous les essais du monde, personne captait. ouais, personne capte, on avait plusieurs téléphones. Une personne est passée aussi, un monsieur, tu te souviens pas, dans son 4x4, il captait pas également. Enfin bon, Voilà, donc du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, roadside assistance ou pas, on va se débrouiller par nous-mêmes. Et là, on a eu la deuxième petite galère, c'est que impossible de voir où était la roue de secours sur le véhicule. C'était un monospace qui est exactement le même que le nôtre. il trouvait pas son manuel. Et ils n'avaient pas de manuel. Alors, généralement, il y a toujours un manuel dans la boîte à gants. Et là, eux, ils n'avaient pas de manuel. Alors, vraiment, le coup de chance, c'était que c'était exactement le même véhicule que le nôtre et que nous, on avait notre manuel. Du coup, on a pu trouver dans le manuel où était cachée cette roue de secours sous la voiture avec un accès compliqué à l'écrou qui permettait de la dévisser. Donc, on a réussi à changer la roue. Non sans mal, parce qu'effectivement, il y avait une invasion de moustiques. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Même en Floride. Hein. Enfin, aussi, non, c'était en fait, peut-être équivalent à Floride. Floride. Très bref, mais pendant une dizaine de minutes, il y a eu une sorte de nuage de moustiques qui nous ont repérés. qui nous ont repérés et alors on s'est fait bouffer de partout alors qu'on était en train de changer la roue. Et bizarrement, il est reparti après. On s'est retrouvé sans. On a essayé de. Nous, on avait Moi, j'essayais désespérément de vous enduire en train de changer la roue. On arrive à changer la roue. On repart, tout le monde est content et donc ils ont une roue de secours, hein, donc qui n'est pas une roue sur laquelle on est censé rouler très vite ou très très longtemps, mais on part en direction du Custer State Park. Et pour la petite histoire, voilà, par petite rapport anecdote. à la roadside assistance, c'est qu'une fois arrivé au Custer State Park, là il a réussi à joindre la roadside assistance, il leur a expliqué la galère et là la roadside assistance leur a dit mais du coup vous avez changé la roue. Il a dit oui. Il dit du coup vous avez plus besoin d'assistance puisque de fait vous avez la roue de secours donc on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà, vous pouvez aller dans un garage pour faire changer définitivement la roue ou retourner chez une station à vis, mais la roadside assistance ne fonctionne plus. Donc il était assez décontenancé par rapport à ça, mais c'est un peu ce qu'on lui avait dit par rapport à cette roadside assistance. Bon, suite à cette petite galère, donc on continue notre chemin. On va à Custer State Park, on campe, on continue par les Badlands. On campe à nouveau dans les Badlands et une dernière fois on traverse les Black Hills. Ouais. Et là on prend la direction du Yellowstone National Park et on démarre la traversée du Wyoming, des Grandes Plaines du Wyoming, par un arrêt à la Devil's Tower. Un arrêt qu'on aime bien parce qu'il y a un camping qui se trouve au pied de la Devil's Tower et qui est vraiment très 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 beau. Ouais. Alors la Devil's Tower, pour ceux qui ne situent pas, c'est un peu au milieu de nulle part dans le Wyoming, c'est à la frontière du Sud Dakota et du Wyoming. Et si vous avez vu le film de Spielberg, Rencontre du troisième type, et ben l'endroit que les gens ont en rêve et qui va se révéler l'endroit où les extraterrestres arrivent, donc cette espèce d'amas rocheux très très étrange qui est en réalité une cheminée de volcan
On a retrouvé le terme, ouais. dans lequel la lave s'est solidifiée et forme ensuite des colonnes octogones, de basalte voilà, c'est ça. octogonales qui sont assez étonnantes. Eh bien, cette formation géologique particulière, c'est la Devil's Tower, c'est celle de rencontre du troisième type. Et du coup, effectivement, on peut faire une balade tout autour qui est assez sympa. Et il y a un camping, le Bellefourche Campground, parce qu'il est à côté de la Bellefourche River, Bellefourche en français, dans le texte. Et ce camping est vraiment très très sympa, il est très isolé et on ne peut pas réserver parce que c'est assez rare qu'il soit plein. Sauf certains week-ends en saison. Mais en tout cas, nous, on n'a jamais eu de soucis. On était déjà passé par là auparavant. Et du coup, on est arrivé assez tard le soir parce qu'on a eu une grosse journée assez chargée. De remonter, ouais. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus beaucoup de place dans le camping, mais on a eu de la chance. On a trouvé un groupe site qui était près de la rivière, un effectivement. emplacement de groupe qui permettait de mettre toutes nos tentes. Et en fait, il y avait un double groupe site. Et il y avait un des groupes site qui était déjà utilisé par un groupe de jeunes qui travaillaient pour les services des parcs nationaux et qui logeaient là. Alors, je ne sais pas s'ils travaillaient dans le Devil's Tower National Monument ou ailleurs, mais en tout cas, ils logeaient là et ils avaient leur pick-up avec les pelles, leur matériel de travail. Donc, ils devaient réparer des sentiers ou des choses comme ça. Et le soir, ils dormaient dans leur tente au Devil's Campground. Du coup, nous, on passe la soirée, enfin, on arrive assez tard, on fait un petit repas rapide. Là, commence à avoir des petites pluies. Voilà, alors on monte les tentes, et quand on monte les tentes, toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on met les doubles toits ou pas. On voit que nos voisins du groupe de jeunes, ils ont pas mis de double toit. Et là, on les trouve quand même assez optimistes, parce qu'il y a quand même des nuages noirs à l'horizon. Alors, ils ont l'air de vouloir nous contourner. Mais malgré tout, on est dans des régions que nous, on connaît pour ces orages violents. Pour nous, ce n'est pas la première fois. Et on sait qu'il faut faire attention. Donc, on dit non, on met tous les doubles toits et tendez bien les cordes. Voilà, si l'orage vient sur nous, on aura besoin de tout ce qu'il faut pour se protéger et de tentes bien arrimées. Du coup, on se couche. Et voilà, à part quelques gouttes, finalement, ça a l'air d'aller. Alors, il faut vraiment savoir que nous, on connaît cette région et les orages, c'est pas notre premier orage et c'est pas notre premier orage violent. Donc si on revient en arrière, petit flashback sur nos expériences passées, la première fois qu'on est allé dans cette même région, plus au sud, puisque c'était dans les Badlands. Alors quand on est arrivé plus à l'est surtout. Donc dans les Badlands, la première fois qu'on est arrivé, on s'est installé dans le camping. Et le soir, alors qu'on mangeait, on voyait sur les montagnes à l'horizon des flashs assez répétitifs. Et on ne comprenait pas très bien ce que c'était. Je me disais, c'est bizarre, il doit y avoir des feux d'artifice qui se reflètent sur la montagne ou quelque chose comme ça. J'ai vaguement pensé que ça pouvait être des éclairs, mais en fait, il y en avait beaucoup, beaucoup trop pour que ça puisse être des éclairs, vraisemblablement. Alors, le lendemain matin... et aussi sur le campement, je ne sais pas si tu te souviens, effectivement. Donc, on est sur une prairie, enfin, c'est un désert, c'est tout plat. Et sur chaque emplacement, il y a une table avec des chaises, mais c'est couvert, en fait. C'est une partie couverte. Et nous, souvent, on a l'habitude de ça en se disant, c'est couvert pour le soleil, effectivement, pour protéger du soleil. Mais il y aura peut-être une autre utilisation qu'on a compris après, je pense. Et donc, effectivement, le lendemain matin, j'ai quand même posé la question à un park ranger, qu'est-ce que c'était ces lumières, et il m'a confirmé que c'était bien des éclairs. Et ça m'avait impressionné, parce que je me dis, si c'était des éclairs, il y avait quand même... Nous, on a l'habitude d'avoir des éclairs espacés de 15-20 secondes, 1 minute. Et là, c'était quasiment en continu. Donc, je trouvais ça assez impressionnant. Et pendant la nuit, on n'a pas eu d'orage sur nous. On n'a pas eu de pluie. On n'a pas eu ça. En revanche, on a eu du vent. Une tempête de vent extrêmement violent. Et qui, là, on n'avait pas forcément super bien arrimé la tente. Et la tente se penchait, mais complètement... elle était quasiment sur le sol. J'avais vraiment l'impression que les arceaux allaient péter. Je suis ressorti pour l'arrimer. Et tu as changé aussi de place la voiture pour essayer de protéger. J'ai déplacé le minivan pour le mettre devant la tente pour limiter l'impact du vent. Mais on a quand même passé une nuit.
Les enfants, eux, ont dormi comme des loirs et se sont aperçus comme de rien. d'habitude. Mais nous, on se plaçait dans les angles de la tente pour tenir les arceaux. Tenir les arceaux avec notre dos pour éviter que la tente s'aplatisse ou voire s'envole. Donc ça, c'était une première expérience. On n'était pas dans l'orage, mais on s'est dit, il y a quand même des conditions un peu particulières dans cette zone-là. Et le lendemain ou le surlendemain, on s'est retrouvé dans un camping des Black Hills, donc c'est pas très très loin. Alors là, plutôt dans la forêt, c'est pas le même condition. Et puis, donc là, on avait bien arrimé la tente en se disant, il va peut-être y avoir du vent. Et il n'y a pas eu que du vent, puisque là, pour le coup, on a eu un orage, donc pluie extrêmement violente. Et là, on a fait notre première expérience de ces éclairs à répétition, où quand on regarde à l'extérieur de la tente, on voit comme en plein jour. C'est-à-dire que le rythme des éclairs est tellement rapide qu'il fait jour, quoi. On voit comme si on avait des flashs de stroboscope et on voit très 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 bien. Et on a eu peur parce qu'en fait, à ce phénomène-là d'orage et de pluie intense, s'est ajouté le fait qu'on sentait une odeur de brûlé. Et là, vraiment, c'est assez surprenant. À la fois, c'est très humide et à la fois, on a cette odeur de brûlé. On a eu un peu peur quand même. Précisément, on sentait clairement le pain brûlé, vraiment comme quand on fait brûler de l'encens de pain ou de la résine de pain. On sent la résine, de cheminée, ça fait une odeur particulière. Et là, c'était assez clair qu'il y avait un arbre ou deux qui devait brûler pas trop loin. Et vu la fréquence des éclairs, ça paraissait pas absurde. Et ça l'était pas. Il y a eu ça. Alors, il y a pas eu. De toute façon, il pleuvait tellement qu'il n'y a pas eu un départ d'incendie ou quoi. Mais il y avait quand même beaucoup d'éclairs qui tombaient rapprochés. C'était très violent, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On a passé cette nuit, c'était notre premier gros orage. Et une fois qu'on a on s'est posé la question pendant la nuit de ce qu'on devait faire. Mais, dans la voiture ou dans la tente. Dans la voiture ou pas. Mais bon, il pleuvait tellement que rien que rejoindre la voiture, ça paraissait un exploit. Mais bon, finalement, la nuit est passée. Le lendemain matin, tout était bon. Mais on savait à partir de ce jour-là qu'on pouvait avoir des orages très très violents dans cette région des États-Unis. Donc on revient à cette nuit à la Davis Tower. Voilà, on en avait parlé à nos amis. Surtout, on avait même ri. On avait parlé lors du voyage précédent. Lors du voyage précédent, on avait eu un orage à Zion. Et le lendemain matin, nos amis nous avaient dit, voilà, vous avez vu l'orage violent qu'on a eu hier. On a dit non. C'est pas un orage violent. Ça, c'est pas un orage violent. Ça, c'est un petit orage de rien du tout. Le jour où on ira dans les Badlands, le Sud Dakota ou le Wyoming, là, vous verrez qu'il y a des orages violents. Et du coup, ils ont pu voir. Donc, au milieu de la nuit, rebelote. Vers 2h du matin. La même chose, vers 1h, 2h du matin. Une pluie torrentielle. Mais incessante, vraiment. Du tonnerre en permanence et des éclairs qui font voir comme en plein jour, qui tombent comme ça à répétition. Donc nous, dans notre tente, on attend un petit peu. Les filles, les jumelles commencent à se réveiller et ont peur. Je pense qu'elles avaient... elles n'avaient pas 10... elles avaient 10 ans. Une dizaine d'années. C'est la première fois qu'elles font cette expérience-là parce que toutes les autres fois où on a eu des orages violents, elles dormaient. Elles s'étaient aperçues de rien du tout. Donc, du coup, là, elles prennent un peu conscience. Voilà. Donc, on essaye de les rassurer. Les deux grands dorment et on attend. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre. Et moi, j'ai quand même une surveillance particulière parce que c'est la première fois que là, on a autant d'eau. Et vu la disposition des lieux, le niveau de l'eau commence à monter autour de la tente et notamment dans l'antichambre. En fait, notre tente, elle est assez bien hermétique, mais on a une antichambre dans laquelle on peut laisser les chaussures, etc., qui, elle, n'est pas imperméabilisée. L'eau peut rentrer, clairement, c'est fait pour. Et on a une protection. Et l'eau rentre clairement dans cette antichambre. On voit 5, 6, 7 cm d'eau. Et je pense qu'on a une protection d'une quinzaine de centimètres qui est bien hermétique autour de la tente. Mais si l'eau monte au-delà de ces 15 cm ou de ces 12-15 cm, eh bien là, on peut se dire que l'eau va commencer à rentrer dans la tente. Donc, je surveille. Je crois que j'écope un peu. Si, tu as commencé à écoper. J'ai commencé à écoper pour voir si on pouvait limiter la montée des eaux. Donc, toi, pendant que tu écopes, moi, j'avoue que je me rappelle avoir chanté Maman les petits bateaux. Et c'est la seule chanson qui me revient à l'esprit et que j'arrive à chanter aux filles. Et c'est vraiment parce que c'est très, très stressant quand même. Quand on se remet dedans, on est à côté de la rivière en plus. On n'est pas loin de la rivière. On dit si la rivière déborde.
Voilà. Et toi, tu écopes et on n'entend toujours pas réellement. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu nos amis, nos Ouais. voisins. Alors j'essaye de surveiller avec, j'ai une petite lampe de poche, je regarde parce que nous on a des fenêtres sur notre tente, donc je regarde un petit peu, je vois leur tente, elle bouge pas. Je crois voir de la lumière dans une de leurs tentes, mais bon, là c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit là est-ce qu'on n'est pas en train de perdre nos amis À de vie. 15-20 ans parce que alors on les avait prévenus. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Est-ce que c'est la panique à bord? Parce qu'eux aussi ont des jeunes enfants. Voilà, donc on a tout plein de questionnements. Et On voit ça dure. ça Ça dure et on longtemps. entend les jeunes, les autres personnes, Ah oui. les jeunes partir aussi. En fait, au Ouais. tout début alors, nos voisins Ouais. qui, eux, n'avaient pas mis leur double toit, vraiment, on se demande pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Au tout début de l'orage, on les entend monter dans leur voiture et partir en voiture. Donc, effectivement, ça nous a fait un petit peu rire. Mais donc, nous, bon, voilà, on encaisse l'orage et on se pose plein de questions. Et il y a... Et vite, il y a à un moment donné, il y a Fabien qui arrive, un de nos amis. En fait, il y a une Effectivement. accalmie au milieu de l'orage. La pluie se ralentit beaucoup. Et effectivement, notre ami qui était célibataire, qui lui était dans une toute petite tente pas très loin, il va faire un tour des tentes pour vérifier si tout va bien. Et du coup, il nous dit que tout le monde est OK dans les autres tentes et que ça discute sur WhatsApp. Ouais. Et là, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais en fait, on avait un groupe WhatsApp sur lequel on pouvait échanger quand on était sur la route et tout. Je pensais pas forcément qu'on captait. Et effectivement, si en fait on captait, donc on se sort mon téléphone et là je m'aperçois que depuis une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est là en train d'attendre et de se poser des questions, eh ben, ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure qu'il y a des discussions qui ont lieu sur le compte. Et là, on va vous livrer ces discussions qu'on a découvertes, effectivement. Donc, premier échange. Le premier échange. Quelque chose de spécial à faire? Et là, réponse venant de l'autre tente. On reste sous la tente là parce que c'est flippant quand même. Ça, c'est de l'orage. Question en retour. Les enfants, ils dorment chez vous? Alors là, il dit on reste tant que la tente. Tant que la tente tient. Ah oui, tiens, ouais, voilà. Et oui, les enfants dorment. Et dans l'autre tente, il dit oui, nous aussi, ils dorment. Donc on est dans le même cas de figure que nous les premières fois, les enfants dorment. Mais j'ai l'impression qu'on est bientôt plus très étanche. Incroyable! Donc après, il y a des ponctuations je pense, qui devaient être liées à des gros éclairs, etc. Puis, ça va durer encore longtemps, cette blague. Et un copain qui répond, je dors sur un matelas d'eau ou bien... Voilà, des échanges sur le fait de ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi ça s'appelait la Devil's Tower ont peut-être leur réponse. Ensuite, il se pose la question sur combien de temps ça a duré. Et ils finissent par dire... C'est le Titanic, c'est un naufrage. Et là, il y a, comme l'échange se fait seulement sur 3 tentes sur 4, il y a une de nos amies qui balance. Mais pendant ce temps-là, dans la tente d'étageant... Donc ils assumaient qu'on était en train de dormir sur nos Et là, le copain qui dit, j'ai vu une lampe torche à un moment. Donc voilà, donc ils se doutent que si on est réveillé. Donc voilà, donc on découvre cet échange où ils ont tous vécu la chose en essayant de se rassurer par des échanges simultanés. Et puis ils se rassuraient en se disant que sinon on bougeait pas, on sortait pas, on s'affolait pas. C'est que probablement il n'y avait pas de quoi s'affoler. Alors que nous, on voulait surtout pas bouger pour pas les affoler également. Et du coup, la nuit, finalement, après, c'est bien terminé. Et le matin, donc on avait tous quand même des petites têtes, quand même, parce qu'on n'avait pas forcément très bien dormi. Et on a beaucoup ri ensemble en racontant cette nuit mémorable. Voilà, on a essayé de sécher comme on pouvait les tentes avant l'étape du soir. Alors on avait de la chance, le soir, on était... dans un camping en dur, on avait loué des cabines, donc on n'était pas obligé de redormir sous la tente. Et là, on a repris la tente un peu plus tard. Après, on campait sur Yellowstone. Voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu assez peur que ça vaccine nos amis du camping et des voyages avec nous. Mais en fait, non. Je pense qu'ils ont vraiment bien apprécié. Ça fait partie du voyage, comme ils disent, notamment des voyages avec nous.
parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, effectivement, on aime bien partager notre amour des États-Unis et de la découverte avec nos amis. Et ça, on le fait souvent, en fait, quand on les emmène, mais on les emmène avec nous et dans notre manière de découvrir les États-Unis. Donc, c'est plus eux qui s'adaptent à nous que nous qui nous adaptons à eux. C'est vrai. Alors, on essaye, quand on voyage avec de la famille ou des amis, on prend en compte le fait, on ne fait pas exactement, on n'est pas aussi intense, on ne fait pas exactement comme ce qu'on fait quand on est seul, mais malgré tout, c'est quand même plus eux qui viennent sur notre terrain que nous sur le leur. Donc effectivement, les gens qui partent avec nous, ils doivent s'attendre à de l'aventure. À de l'aventure, exactement. Et on promet de l'aventure et on livre de l'aventure. Et là, ça faisait partie des éléments d'aventure qu'on avait eu dans ce séjour-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de galère, de souvenirs intenses. Voilà, et si un jour vous allez dans le sud Dakota, le Wyoming, les Badlands, et que vous allez camper, si vous avez un orage extrêmement violent, sachez que c'est normal, c'est comme ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous aurez une petite pause, c'est pour nous, effectivement. Exactement, et vous en sortirez avec des souvenirs impérissables d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. On va vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Et un jour, une nouvelle galère dans un autre épisode de cette série sur les galères de voyage font les meilleurs souvenirs de voyage. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.